Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter la troisième partie de notre cours sur l'imagerie par résonance magnétique. Nous allons découvrir aujourd'hui le principe fondamental de la formation d'une image par RMN ainsi que les premières techniques d'acquisition et de reconstruction d'une image. Mais tout d'abord, rappelons la définition d'une image numérique. Une image numérique est définie par ses dimensions, que l'on appelle en imagerie médicale le champ de vue, définissant ainsi sa hauteur et sa largeur. En deux dimensions, la taille de son élément unitaire, que l'on appelle le pixel, dépend donc du champ de vue et du nombre de lignes et de colonnes. Contrairement à une photographie, l'image médicale représente une quantité de signal que l'on mesure. Il faut donc ajouter une troisième dimension, l'épaisseur de coupe, et à ce moment-là, on va définir un élément unitaire que l'on appelle le voxel. L'imagerie médicale ayant pour but de représenter le corps humain dans les trois dimensions de l'espace, nous allons définir trois orientations par convention. On parle de plan frontal lorsque la coupe passe des pieds à la tête, de plan sagittal lorsque la coupe passe de l'arrière vers l'avant et de plan axial ou transverse lorsque la coupe passe de droite à gauche. Alors après ces deux rappels, voyons maintenant le principe fondamental du codage spatial découvert par Paul Lauterbur à l'université de Stony Brook dans l'État de New York. Nous savons que le signal RMN est caractérisé par une pulsation ω0 ou une fréquence f0 qui dépend du rapport gyromagnétique gamma du noyau et du champ B0 appliqué. Si maintenant on ajoute au champ B0 un champ magnétique G, variable selon une direction x et que l'on appelle un gradient, alors la pulsation ωx ou la fréquence nu de x des noyaux placés le long de la direction x subissent des valeurs de champ magnétique différentes. Ainsi, à la position x1, les noyaux précèdent à la fréquence f1, alors que les noyaux en position x3 vont précéder à la fréquence f3. Comme la fréquence et la phase sont liées, on voit sur l'image que la phase de chaque spin est différente pour chaque position, mais nous y reviendrons plus tard. Alors voyons tout d'abord ce qui se passe si l'on fait une expérience avec trois tubes remplis d'eau et positionnés en x égale 0, x1 et moins x1. Si le gradient G de x est nul, on observe un seul signal de RMN dont la pulsation est ω0 où la fréquence est nu0. Si maintenant on applique un gradient G de x de 40 millitesla par mètre par exemple, le long de la direction x, on observe trois signaux de fréquences différentes, f0, f1 et moins f1, qui correspondent au signal de chaque tube. On voit que même si leur composition est identique, leur position différente leur confère, grâce au gradient, des signaux de fréquences différentes. Ainsi, ayant découvert l'intérêt du gradient, Paul Lauterbur inventa la première technique d'imagerie par RMN qu'il appela la zeugmatographie, car zeugma signifie en grec le lien et graphos l'écriture, le dessin ou l'image. Ainsi, l'application d'un gradient permet de créer un lien entre l'origine spatiale du signal et sa fréquence. S'appuyant sur les techniques de projection développées quelques années plus tôt pour le scanner X, Paul Lauterbur créa la première image en 1973 en appliquant le gradient tout autour de l'objet. Le signal mesuré à chaque projection permet par rétroprojection de reconstruire l'image de l'objet. Alors comme nous l'avons vu, en l'absence de gradient, on observe un seul signal de fréquence f0. Par contre, en présence du gradient, on observe des signaux de fréquences différentes pour les trois tubes placés en trois positions différentes. Donc en présence du gradient, l'application de la transformée de Fourier sur le signal temporel permet d'obtenir un spectre composé de trois fréquences différentes, f0, f et moins f. Mais voyons plus en détail ce qu'est la transformée de Fourier. Inventée par Jean-Baptiste Joseph Fourier en 1822, elle permet de décomposer un signal temporel, sinusoïdal par exemple,
en ses composantes fréquentielles. La transformée de Fourier s'exprime comme une somme infinie des fonctions trigonométriques de toutes les fréquences. Une telle sommation se présente sous forme d'intégrale, comme on peut le voir sur l'équation. Alors la transformée de Fourier fonctionne un peu comme notre oreille. Lorsque nous écoutons de la musique, notre oreille peut décomposer le signal et identifier les différentes notes de musique. Ainsi, un signal sinusoïdal composé de deux fréquences produit un spectre après transformée de Fourier composé de deux pics à deux fréquences différentes. Nous voyons que la transformée de Fourier nous permet de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Alors justement, Richard Ernst, à Zurich, en Suisse, qui connaissait bien les propriétés de la transformée de Fourier, proposa une nouvelle méthode, la méthode de Fourier-zeugmatographie, reprenant ainsi l'invention de Lauterbur pour reconstruire une image RMN en 3 dimensions. Comme on peut le voir sur le dessin original d'Ernst, il propose d'appliquer les 3 gradients dans les 3 directions de l'espace pour coder le signal RMN. C'est la naissance de l'IRM moderne. Pour mieux comprendre ce phénomène, voyons maintenant la relation qui existe entre la fréquence d'un signal et sa phase. Nous avons vu qu'à chaque valeur de gradient correspond une fréquence. Or, la fréquence nue est égale à phi, la phase, divisée par 2πt. Donc la phase phi est égale à oméga t. Ainsi, à chaque valeur de gradient correspond aussi une phase différente. C'est ce que l'on peut observer sur cette image. L'augmentation du gradient entraîne un déphasage plus important des spins. Ainsi, on pourra effectuer un codage de phase dans la direction Y et un codage en fréquence dans la direction X. Donc pour coder les 3 dimensions de l'espace, il faut appliquer 3 gradients dans les 3 directions X, Y et Z. Mais contrairement à l'idée initiale de Ernst, qui applique les gradients de manière séquentielle pendant l'enregistrement du signal RMN, nous allons maintenant appliquer ces gradients dans un ordre temporel en 3 étapes. Premièrement, pendant l'impulsion à 90 degrés, nous allons appliquer le gradient Gz dans la direction Z pour sélectionner le signal à partir d'une coupe. Deuxièmement, pendant la relaxation du signal, nous allons appliquer le gradient Gy dans la direction Y pour effectuer le codage de phase. Enfin et troisièmement, pendant l'enregistrement ou la lecture du signal d'écho, nous allons appliquer le gradient Gx dans la direction X pour effectuer un codage en fréquence. Mais tout d'abord, voyons le principe de la sélection de coupe. Il faut appliquer le gradient Gz qui fait varier la fréquence de résonance selon l'axe Z. Si nous appliquons une impulsion à 90 degrés sélective en fréquence, donc qui est caractérisée par une largeur de bande ΔF, l'impulsion à 90 degrés ne fait basculer que les spins résonnants dans cette bande de fréquence. On obtient alors l'épaisseur de coupe ΔZ où les spins sont excités et cette épaisseur de coupe dépend de la bande de fréquence ΔF et de la valeur du gradient Gz. Ensuite, voyons le principe de codage de phase. L'application du gradient Gy permet de créer un déphasage différent selon les positions Y. Comme on peut le voir sur cette image, les spins de chaque ligne de la matrice acquièrent une phase différente en fonction de leur position Y, qui est donnée par la formule phi de Y égale gamma G de Y fois Y fois le temps TY d'application du gradient. Maintenant, voyons le principe du codage en fréquence. L'application du gradient G de X, lui, permet de créer un changement de fréquence en fonction du temps d'application du gradient et qui est différent selon la direction X. Les spins de chaque colonne acquièrent donc une fréquence différente donnée par la formule f de x égale gamma bar fois g de x fois x.
En résumé, voici une séquence complète d'écho de spin où l'on peut voir sur la première ligne les impulsions à 90 degrés et à 180 degrés, suivies au bout d'un temps d'écho TE du signal d'écho. S'il faut multiplier les enregistrements pour des intensités différentes du gradient de codage de phase GY, il suffit d'appliquer une seule fois le gradient de codage en fréquence pendant la lecture du signal d'écho. Par exemple, pour une matrice de 256 lignes et 256 colonnes, il faut répéter la séquence 256 fois avec 256 valeurs différentes de gradient de codage de phase. Comme on peut le voir sur cette image, on fait varier le gradient de 40 millitesla par mètre à moins 40 millitesla par mètre en 256 pas. Vous voyez ici que pour n égale 128, le gradient GY est nul et le signal mesuré sera alors maximal. Il faut donc un temps d'acquisition total égal à 256 fois le temps de répétition T. En résumé, pour une matrice de 256 lignes et 256 colonnes, nous allons donc effectuer 256 acquisitions, chacune produisant un signal RMN temporel différent. On verra que plus la valeur du gradient sera grande et plus le signal sera codé, mais son intensité sera atténuée. L'ensemble de ces 256 signaux temporels constitue le plan de Fourier, dont on peut voir les axes Kx et Ky. Comme on peut le voir sur cette image, le signal est maximal au centre du plan de Fourier que l'on appelle aussi l'espace des K, alors qu'il est très faible sur les bords. Cet espace des K est composé des fréquences spatiales. En effet, au centre, les fréquences spatiales sont très faibles et représentent les faibles changements de signal, alors que sur les bords de l'espace des K, les fréquences spatiales sont élevées et représentent des changements importants de signal dans l'image. L'application d'une transformée de Fourier inverse dans les deux directions de l'espace des K, Kx et Ky, nous permettra alors de décoder le signal et de retrouver une image de RMN dans le domaine spatial X et Y. C'est ce que l'on peut voir sur cette image de la Joconde vue dans l'espace des K, comme ici. Si l'on applique un filtre passe-bas ne conservant que les basses fréquences du centre, on obtient une image avec beaucoup de signal et peu de contraste. Par contre, comme on peut le voir en bas, si l'on applique un filtre passe-haut, supprimant les basses fréquences du centre et ne gardant que les hautes fréquences, on obtient une image avec très peu de signal, mais beaucoup de contraste et de détails. Ainsi, ces grands principes de l'imagerie par résonance magnétique nous permettent d'obtenir des images dites anatomiques du corps humain, comme celles qui seront contrastées en T1, en T2 ou en T2 étoile. Mais la richesse et la complexité de l'IRM nous permettra d'obtenir beaucoup d'autres informations, pondérations et autres contrastes. En effet, l'utilisation de l'information du déplacement des spins nous permettra de visualiser les gros vaisseaux par angiographie, ou de mesurer la perfusion cérébrale, ou encore le mouvement de l'eau autour des fibres neuronales par IRM de diffusion. De plus, l'information de déplacement chimique provenant des groupements chimiques moléculaires nous permettra, par spectroscopie RMN, d'analyser le métabolisme in vivo des cellules. Enfin, l'utilisation du contraste en T2 étoile, qui dépend des variations de susceptibilité magnétique, nous permettra d'acquérir des images de vénographie, comme on peut le voir ici, des images fonctionnelles d'activation cérébrale par contraste Bold, ou encore des images provenant de contrastes d'agents ferreux nanomolaires comme les USPIO, et ainsi de faire de l'imagerie moléculaire. Voilà, ce cours est terminé. Je vous souhaite donc un voyage infini et passionnant dans le monde de l'IRM.